vais vous laisser la parole, Monsieur le Président, pour un mot d'accueil. Je pense que votre micro est ouvert. Je vous en prie, je vous cède la parole. Et désolée si j'ai été un petit peu long. Non, pas du tout. Je voulais d'abord vous remercier, Nathalie, et puis toute votre équipe pour l'organisation de cette visioconférence dans le cadre de l'Université des maires. Je remercie aussi Karine qui s'est mobilisée en un temps record pour que donc, ce qu'on appelle un webinaire ait pu avoir lieu. C'est un cycle de 5 visioconférences et évidemment, ça ne remplace pas les, la formation qu'on aurait pu faire en présentiel, mais voilà, on va essayer d'innover et puis de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte de répondre à la difficulté qui est liée évidemment à la nécessité d'avoir cette distanciation et qui nous empêche évidemment d'être en présentiel. Je voulais toutes et toutes vous saluer, donc vous expliquer qu'il y a effectivement plus de 61 personnes qui sont sur Zoom. On ne pouvait pas aller au-delà et donc on a évidemment décidé de privilégier cet espace Zoom qui permet d'avoir cette interactivité aux nouveaux maires. Voilà. Donc vous êtes 61 a priori, vous êtes connectés sur 100 nouveaux maires dans le Lot. On n'a pas encore les résultats de l'installation, mais évidemment qu'on peut pressentir les personnes qui seront élues à ce poste de maire. Et donc, l'idée, c'est évidemment de commencer une formation et vous faire partager les défis que vous allez devoir relever, essayer de vous donner tous les éléments pour pouvoir les relever. Et puis, on a souhaité aussi que tous ceux qui avaient ce souhait de pouvoir participer à cette formation, qui soient anciens élus qui seront en place, mais qui étaient déjà élus, ou adjoints, de pouvoir aussi y participer. Et donc, c'est cette possibilité qui a été offerte de le suivre sur la chaîne YouTube en direct. Et évidemment, la séance sera également disponible sur YouTube dans les prochains jours. C'est l'occasion aussi pour moi de rappeler ce qu'est l'AMF, pour ceux qui n'auraient pas eu les informations. L'Association des maires de France, c'est l'association qui regroupe l'ensemble des élus, qu'ils soient municipaux, qu'ils soient membres des intercommunalités. Elle rassemble tous les élus, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des associations qui représentent des villes d'une certaine catégorie. Je pense à l'Association des villes de France, des petites villes de France. Là, l'Association des maires de France rassemble tout le monde. C'est une association qui est pluraliste, ça fait partie des principes. Donc, chacune des sensibilités doit y être représentée. Et puis, évidemment, l'intérêt, c'est cette force collective qui permet de faire remonter les difficultés et puis de défendre la place des maires. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires sont sur le devant de la scène, notamment dans le cadre de cette crise. On voit bien à quel point ce sont les mieux placés pour faire preuve de réactivité, de cette souplesse qui est nécessaire. Et donc, on est plutôt sur une période où les maires ont la cote. Ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu beaucoup défendre notre démocratie locale. Il le faudra certainement encore dans le futur. Et donc, c'est important de pouvoir adhérer à cette association et puis collectivement de défendre nos idées et la place qui doit être la nôtre. L'AMF, c'est aussi des conseillers techniques, une équipe très fournie, qui permet, lorsqu'on a une question, une difficulté, via l'AMF 46, de pouvoir accéder à tout un tas d'informations. Donc l'AMF nationale et ensuite les déclinaisons dans chaque département. L'AMF 46 pour le département du Lot, que j'ai l'honneur de présider jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu au moment du congrès départemental, avec un conseil d'administration, un bureau, et évidemment qui est un relais important en termes d'information, en termes de remontée aussi des difficultés, alors ou à Paris, ou souvent dans le cadre de discussions qu'on peut avoir avec les représentants de l'État localement, les représentants du département ou les représentants de la région. Donc on essaie de vous
alimenter avec le plus grand nombre d'informations possible. Sur l'activité, elle est riche. Alors, elle tourne autour de notre permanente Karine Alicot, qui est toute seule, il faut le savoir. Donc, c'est pas toujours simple, il faut en avoir conscience. Par exemple, il est possible que si vous passez un coup de téléphone à la MF46, vous puissiez être mis en attente. C'est des choses qui arrivent, vous le comprenez bien. Donc, il faut aussi un peu de patience, mais je peux vous dire que Karine se démène pour essayer de répondre à toute l'activité que nous mettons en place. Alors, que fait la MF46? Donc, j'ai déjà dit qu'elle était un espace de mobilisation, un espace de transmission d'informations. Elle organise le congrès départemental tous les premiers dimanches d'octobre. Donc, ça devrait être encore le cas cette année, sauf si le calendrier électoral venait bousculer cet agenda. On va voir, on va attendre, notamment sur l'organisation du second tour. Elle organise le déplacement à Paris dans le cadre du Congrès national qui permet de regrouper un grand nombre d'élus de France et de participer à beaucoup de colloques, de réunions sur des thématiques. Donc, c'est un moment qui peut être intéressant lorsqu'on est nouvel élu, nouveau maire. Nous assurons aussi un appui juridique qui est une première réponse. On ne va pas jusqu'au contentieux. Ensuite, évidemment, il faut la plupart du temps bénéficier d'un cabinet d'avocats, mais on a un service qui vous accompagne, qui vous permet d'avoir des réponses à des questions juridiques que vous vous posez. C'est souvent un complément aussi du service juridique que vous avez dans vos intercommunalités, qui reste évidemment un recours qui est précieux pour vous. Mais voilà, souvent, il est intéressant de pouvoir bénéficier de cet appui juridique de la MF46. Donc là aussi, il faut prendre contact avec Karine, qui vous mettra en relation parfois avec le cabinet de consultants qui nous accompagne sur cet appui juridique. Préciser aussi que c'est l'association des élus du Lot, la MF46, qui désigne les représentants dans beaucoup de structures, qu'elles soient obligatoires ou consultatives. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous a envoyé un questionnaire. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il a été envoyé. Je vous invite à faire remonter l'ensemble des informations. On a aussi posé un peu la question de vos centres d'intérêt. C'est aussi pour voilà, peut-être orienter aussi, vous orienter vers une candidature potentielle sur une commission qui pourrait vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à bien remplir tout ce questionnaire qui vous a été envoyé et qui va, pour nous, être particulièrement utile. Les informations, elles sont fournies sur notre site Internet. N'hésitez pas à aller vous connecter. Nous avons également une page Facebook et puis voilà, tous ces éléments, c'est le plus pratique, le plus rapide. Ensuite, Karine essaie de répondre à vos questions, plutôt par téléphone. Et ensuite, l'Association des maires de France, des maires du Lot, est hébergée à la mairie de Cahors. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction. J'espère pouvoir vous rendre visite prochainement, puisque j'ai pris l'habitude, on va dire une fois par mois. Après, sur les derniers mois, évidemment, ça a été plus compliqué, mais une fois par mois, d'aller vous rendre visite dans vos communes. C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Ça permet d'échanger avec vous, de vous expliquer aussi comment fonctionne la MF46 et puis d'avoir ces retours qui sont pour moi extrêmement précieux. Donc, je vais accélérer, j'en prends l'engagement et puis j'essaierai évidemment un peu en priorité de venir voir l'ensemble des élus, des maires qui sont nouveaux et qui viennent d'être installés. Donc, pour chacune et chacun d'entre vous, je vous dis à très bientôt, j'espère, dans vos communes, dans vos villages. Et évidemment, c'est toujours mieux que par visioconférence. Je vais donc laisser la parole à Christophe Rigaud-Bonnet,
qui est directeur de la réglementation État civil et élections à la mairie de Carcassonne, formateur à l'AMF et au CNFPT. Donc, ils nous viennent de l'Occitanie. C'est lui qui va animer cette première visioconférence sur le fonctionnement du conseil municipal. Et puis, il y en aura 4 autres d'ici le 10 juin. Donc, j'essaierai aussi, pour certaines, de pouvoir les partager avec vous. Voilà, merci. C'est un peu particulier. Vous savez que ma fille est passée derrière. Bon, je suis chez moi, donc je vous demande aussi de faire preuve d'un peu d'indulgence. Je vous vois un petit peu dans les vignettes. J'aimerais vous voir tous, vous êtes tous rassemblés. Ce n'est pas le cas, mais j'espère que ça sera pour bientôt. Voilà, Nathalie, je vous rends peut-être la parole. Je passe directement le micro à Christophe. Vous me dites, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne formation et encore merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis qu'elle soit possible. Et il n'y a pas beaucoup de départements, je crois, qui l'ont fait. On doit être 2-3 en France, donc on est assez content aussi d'être innovant. Ça fait aussi partie de notre volonté. Alors, je vous confirme, hein, vous êtes même les seconds. On a démarré dans le Jura, ensuite c'est le Lot, et demain ce sera la Haute-Savoie. Alors, si vous voulez, petit truc, si vous voulez voir vos collègues, vous pouvez faire défiler les vignettes en cliquant sur la bande supérieure. On va laisser la parole à Christophe Rigobonnet. Christophe, je vous laisse vous présenter rapidement. J'ai encore du monde en salle d'attente. Allez, on va admettre. C'est super. Je vous laisse la parole, Christophe, à vous. Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, merci pour votre mot d'accueil. Alors, pour moi aussi, c'est une première dans le sens où faire des formations à distance, c'est un petit peu innovant pour tout le monde. Donc, je vais essayer de faire au mieux avec, pour la première fois pour moi, un public un peu éloigné. Donc, c'est toujours intéressant d'innover et de partager d'autres expériences. Alors, je vais essayer de vous mettre le support. Hop. Voilà. C'est parti. Donc, Monsieur le Président m'a présenté. Donc, je suis Christophe Rigobonnet. Je m'occupe de la réglementation de l'élection à la mairie de Carcassonne. Mais en plus, j'ai la chance de gérer aussi le domaine public, les affaires générales et les objets trouvés, l'accueil et d'autres petits services. Alors, concernant ce premier conseil municipal, on est pile dans l'actualité, avec une actualité qui bouge et qui évolue de jour en jour, puisqu'on a eu encore… Pardon, Christophe, je vais vous arrêter. Est-ce qu'on peut dire deux petits mots sur la façon dont on va organiser les échanges avec tout le monde? Alors, si tout le monde est d'accord, je vais dérouler mon support avec un certain moment des pauses par thématique, pour permettre à ceux qui auraient des questions ou des demandes d'informations supplémentaires à poser des questions. Comme l'a dit aussi Nathalie, vous avez la possibilité aussi de noter quelques questions par chat, et si elles ne sont pas revenues, les gestionnaires, j'oserais dire, de cette intervention vont les relever pour que je puisse essayer d'y répondre. Un petit élément aussi, j'ai voulu faire un support assez complet, en particulier sur la fin de mon diaporama, où je ne rentrerai pas dans le détail volontairement, parce que je suis allé un peu plus loin que le premier conseil municipal, j'oserais dire. Je suis allé sur les 2 ou 3 premiers, mais je souhaitais quand même que vous puissiez avoir le support pour que vous puissiez avoir un certain nombre d'informations pour la suite, même si je vais plutôt insister sur l'organisation comme était prévu, l'intitulé de l'intervention sur le premier conseil municipal qui aura lieu. Donc, pour entrer dans la première phase, on va commencer par parler de la convocation du conseil municipal. Premier élément, du fait du Covid, j'oserais dire que vous savez que
Depuis aujourd'hui, le mandat des sortants a pris fin et nous rentrons dans la phase de la mise en place du nouveau conseil municipal pour ceux qui ont été élus au premier tour au 15 mars. Donc, depuis ce matin, le maire sortant a la charge de convoquer le conseil municipal, à savoir entre le 23 et le 28 mai. Conformément à la règle, la charge de convocation est au maire sortant. À défaut, c'est au premier adjoint ou aux autres adjoints dans l'ordre du tableau de convoquer le conseil. Si personne ne se décide à le faire, le préfet, après avoir requis le maire pour l'imposer de faire cette tâche, fera lui-même la convocation. Alors, nous allons rentrer sur les délais de convocation du conseil municipal. Pour l'installation du conseil municipal lors de renouvellement, il y a 3 jours francs pour toutes les communes. Donc, confirmation, le délai est pour cette fois à nouveau de 3 jours francs, quelle que soit la taille de la commune. Comment calcule-t-on ce délai? Le jour de la convocation et le jour de la réunion ne sont pas pris en compte. Samedi, dimanche et jours fériés sont comptés comme tous les autres jours. Alors, petite précision sur le contenu de la convocation. Nous sommes bien sur la convocation du premier conseil. Il y a une obligation de 2 sujets. Le premier, c'est l'élection du maire. Le deuxième, c'est l'élection des adjoints. Je vous rappelle qu'il y a une obligation d'avoir au minimum un adjoint. Il n'est pas impossible de rajouter d'autres sujets à l'ordre du jour de ce conseil. Cependant, je tiens à préciser que le conseil scientifique a demandé à ce que le conseil, le premier, celui de l'installation, se fasse le plus rapidement possible. Si on veut que le conseil soit le plus rapide possible, il est bien évident que sur principe, il faudrait rester sur une convocation uniquement avec les mentions et les votes obligatoires d'un premier conseil, maire et adjoint. Petite précision aussi spécifique pour ce conseil. Vous devez préciser si votre conseil sera ouvert ou pas au public. Je m'explique. Du fait du Covid, il y a une obligation de distanciation sociale et de limiter le nombre de personnes dans la salle. La préconisation est de 4 personnes par mètre carré. C'est le chiffre qui est annoncé. Mais une obligation, c'est que le conseil doit être public. Donc, il y a 2 possibilités sur le principe. La première, c'est que vous pourriez décider de ne pas accueillir de public, mais pour pouvoir le rendre consultable par tous, vous avez la possibilité par n'importe quel moyen de le filmer et de le diffuser sur votre site internet, sur le Facebook, en direct. Pour ceux qui sont un peu plus sophistiqués, j'oserais dire, qui ont un peu plus de moyens sur la chaîne YouTube que vous avez, si vous en avez une, de la commune. Petite précision, depuis ce matin, le ministère, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle, celui de M. Lecornu, donne une liste de possibilités, de méthodologies gratuites pour pouvoir diffuser un conseil municipal. Donc, vous aurez quelques pistes qui sont là-bas. Là aussi, l'idée est rappelée aussi, même avec un téléphone, on peut filmer à partir du moment où le conseil est public. Deuxième possibilité, vous avez la possibilité de limiter le nombre de publics. Mais là aussi, il faudra le préciser dans la convocation sur la méthodologie pour rendre public
le conseil. Vous pouvez décider, par exemple, d'accueillir 3, 4, 5 personnes suivant la salle, mais vous aurez bien évidemment une mention à apporter, du style les 3 premiers, les 5 premiers qui seront présents. Là aussi, la règle qui veut que sur le principe, le conseil municipal doit se faire, on va le voir après, dans l'hôtel de ville. Là, vous avez la possibilité de le délocaliser dans une pièce, dans un site, pardon, une pièce plus vaste, et voir, à titre exceptionnel, si votre commune n'a pas de locaux appropriés, d'aller le faire hors du territoire communal. D'accord? Uniquement dans ce cas de figure. Bien évidemment, je reviens sur la partie réglementaire. Vous avez 2 obligations. La convocation doit être mentionnée au registre des délibérations. Elle doit être publiée, comme toutes les convocations du conseil municipal, sur la porte de la mairie ou sur l'affichage public. Plus, je rappelle que depuis l'état sanitaire, d'urgence sanitaire, on a la possibilité sur les sites internet des communes de faire une publication de nos arrêtés, de nos délibérations et de nos convocations. Donc, vous avez aussi la possibilité de mettre cette information là aussi, là-dessus. Petit rappel, dans les communes de plus de 3500 habitants, vous avez une obligation de fournir en amont du conseil avec la convocation ce qu'on appelle les notes de synthèse, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre d'étudier les dossiers lors du conseil municipal. Et on va prendre par exemple pour les communes qui ont plusieurs adjoints, dans les communes de plus de 3500 habitants, la définition et la modalité de l'élection du nombre d'adjoints et le chiffre qui va être du nombre d'adjoints. Je reviens sur la convocation, quelque chose qui est peut-être passé inaperçu pour certains, simplement dans la loi du 27 décembre 2019 qui apporte un peu plus j'oserais dire, de liberté et de souplesse pour les collectivités. Une petite notion, c'est que le principe de convocation est passé de courrier à courriel. D'accord ? Donc, logiquement, vous devez convoquer vos conseillers de manière dématérialisée. J'oserais dire, petite exception cette fois, il est souvent plus facile pour les services des collectivités au premier conseil de convoquer de manière, j'oserais dire, traditionnelle par courrier, puisque souvent on n'a pas au départ les mails, pour être clair. Donc, si cette fois vous convoquez encore de façon papier, je ne pense pas que le juge administratif vous en tienne fortement à rigueur. L'essentiel, c'est que l'information soit arrivée. Et je le dis, pour l'avenir, la convocation est officiellement dématérialisée. Je vais faire juste une petite pause. Nathalie, s'il y a des questions. Oui, il y en a une déjà. Qu'en est-il de l'élection des maires délégués? Si vous voulez poser des questions, je vous le rappelle, vous levez la main, on vous ouvre le micro. Et s'il vous plaît, présentez-vous lorsque vous posez vos questions. Ce serait gentil. Alors, qu'en est-il des maires délégués dans les communes? Je pense qu'on parle des communes nouvelles. Voilà. Sur les maires délégués. La question, c'est qu'en est-il? Alors, si c'est qu'en est-il administrativement, vous le savez, les maires, j'aurais dû peut-être le préciser, depuis aujourd'hui, pour ceux qui ont élu leur conseil au premier tour, d'accord? J'ai bien dit ceux qui ont élu au premier tour, les mandats des conseillers municipaux ont pris fin. Reste uniquement le maire et les adjoints qui doivent gérer les affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau conseil. Donc là aussi, ce sont ces personnes qui ont la gestion de l'administration courante, j'oserais dire, de la collectivité. À la différence de ceux qui avaient apporté le texte de loi pour la période du Covid, qui avait rendu la totalité des pouvoirs aux maires et à leurs
élus actuels en prolongeant le mandat jusqu'à ce matin. Depuis aujourd'hui, les conseillers municipaux ont pris fin. Il en reste le maire et les adjoints qui vont gérer les affaires courantes. C'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu particulière. Là aussi, j'oserais dire, il y a la possibilité, vous le savez, d'avoir organisé, pour ceux qui n'ont pas, alors peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous, qui n'ont pas encore de conseil élu, où ils attendent le second tour. Donc, il y a aussi la possibilité, je prends le cas de Carcassonne, où quoi qu'il advienne, le 11 juin, nous aurons un conseil municipal avec à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire. D'accord ? Donc, la vie aujourd'hui qui a été prolongée continue pour certains, même si nous attendons, pour ceux qui n'ont pas de conseil municipal, avec impatience la date du second tour, et même si elle a lieu, comme certains commencent à le dire, fin juin, le maire de Carcassonne a décidé que le 11 juin, nous maintenons le conseil municipal, d'accord, avec ce débat. On va rentrer sur l'organisation par elle-même de la tenue du conseil municipal avec, alors, comme je voulais préciser sur le principe, le conseil municipal, normalement, le tout premier, doit se tenir à la mairie. D'accord ? Même si j'entends que très régulièrement, on le fait hors de la salle du conseil municipal qui est dans la mairie, parce que souvent, le premier conseil municipal, en particulier quand il y a eu un changement de maire, attire un peu plus de monde. Donc, on essaye de trouver une salle qui, des fois, est un peu plus adaptée. Mais d'après le texte de loi, le tout premier conseil municipal doit se tenir en mairie. D'accord ? Là, j'y reviens, je le rappelle juste, nous avons cette possibilité de le délocaliser du fait du Covid. Deux éléments, salle plus grande au sein de la collectivité ou hors du territoire communal dans une autre commune si on n'a pas de locaux qui sont appropriés. Bien évidemment, vous avez, si c'est le cas, une obligation d'informer le préfet du département que cette tenue se fera à l'extérieur de l'hôtel de ville. Par rapport à cette modalité aussi, alors, vous aurez obligation d'avoir des distances, d'accord ? On est toujours sur ce sentiment de 1,50 m entre chaque élu, chaque conseiller autour de la table. Donc, vous devrez garder cet élément. Deuxièmement, vous pouvez inviter, même c'est fortement recommandé par le conseil scientifique, de dire à vos élus qu'ils viennent avec le stylo, un peu comme on a fait pour les élections. C'est-à-dire que chacun vient avec son outil. Il est recommandé aussi de mettre à disposition des solutions de gel alcoolique pour pouvoir se désinfecter, en particulier quand les conseillers vont accomplir leur devoir d'élection, puisqu'on va y revenir par la suite, qu'il est un bulletin secret et ainsi de suite. Donc, il y a des papiers à toucher, voire peut-être même un isoloir à toucher, donc, pour pouvoir se désinfecter. Et comme il est autorisé aussi que des élus viennent avec un masque. D'accord ? Donc, sur le principe, ils ont la possibilité de venir avec un masque. Voilà sur cette organisation un petit peu particulière de ce conseil. Alors, le petit rappel aussi, c'est que tous les sièges doivent être pourvus pour pouvoir élire un maire. Quand on parle de sièges pourvus, c'est-à-dire qu'il faut que tous les élus aient été élus. Si on a X conseillers, il faut qu'on ait X élus. Mais ce n'est pas une histoire de quorum. On va voir après qu'est-ce que c'est que le quorum. L'histoire, pour pouvoir élire le maire et les adjoints, il faut qu'il y ait tous les élus. Je rappelle aussi qu'il y a eu, depuis la loi du 27 décembre 2019, un petit assouplissement du fonctionnement en particulier des plus petites communes, où on s'est dit que dans les communes de moins de 100 habitants, on considérerait comme complet un conseil municipal qui aurait 5 élus au lieu de 7. Idem pour les communes qui se situent entre 100 et 499 habitants, au lieu d'avoir 11 élus. À partir du moment où il y a eu 9 élus, on le considère comme complet.
ce qui permet une facilité, j'oserais dire, de l'administration, en particulier les plus petites communes où on avait parfois des défauts de candidats. Donc, à partir du moment où vous avez 5 élus dans une commune, de moins de 500 habitants, vous pouvez considérer que votre conseil est considéré comme complet et de ce fait passer au vote du maire et de convoquer le premier conseil municipal. Il est bien évident, s'il y avait d'autres candidats et qu'il y a un second tour, la question ne se pose pas, d'accord? C'est bien 5 au lieu de 7. Donc là, ce n'est pas le... C'est l'histoire du personne élue. Concernant le quorum par lui-même sur l'installation du conseil, il permet qu'un conseiller municipal soit absent. D'accord? Et à la différence de la partie classique, vous savez que depuis l'état d'urgence et depuis le Covid, le législateur nous a permis de réunir un conseil municipal et de considérer qu'on peut tenir un conseil à partir du moment où il y a un tiers, j'ai bien dit un tiers, des conseillers présents pour pouvoir voter. Là aussi, un petit assouplissement qu'il y a, c'est qu'on a prévu, tant qu'on est dans cette période, que le nombre de procurations est passé à 2 par conseiller au lieu de 1 seul. D'accord? Cependant, quand vous allez vérifier votre quorum pour pouvoir élire le conseil, on parle bien de 1 tiers présent physiquement. D'accord? C'est pas parce qu'ils auront des procurations que celles-là seront prises en compte pour compter le 1 tiers. Il faut bien qu'il y ait au minimum 1 tiers des conseillers présents. Si on est dans l'idée aussi qui avait été donnée par rapport au Covid, c'est que dans l'idée du gouvernement, c'était de dire qu'on pouvait se limiter en présentiel et qu'on augmente le nombre de procurations pour qu'éviter qu'il y ait trop de monde dans une pièce. C'est pour ça qu'ils ont passé à 1 tiers et qu'ils sont passés à 2 procurations. D'accord? Donc, l'idée de quorum est différente d'un poste élu. Il peut bien sûr avoir des absents comme à un conseil municipal classique, mais à partir du moment où vous aurez 1 tiers des membres présents, on considérera que vous pouvez passer à l'élection de votre conseil. Christophe, j'ai des questions sur la convocation. J'ai une question notamment sur YouTube de Monsieur Kamal qui demande si la convocation pour réunir le conseil municipal est dans le cas d'un premier tour où l'intégralité des conseillers a été élue. Je ne comprends pas très bien, mais bon. Alors, je vais essayer de moi aussi. Je reviens. Et j'avais une autre question, je suppose, de Monsieur Guillot. Je vais lui activer son micro pour qu'il pose. Mais parce que ça, c'est la première partie. C'est pour ça que je me permets de revenir dessus parce que voilà, ça arrive un peu tard sur cette première partie de la convocation. Donc, je vais activer aussi le micro de Monsieur Guillot qui, je pense, a une question sur cette partie-là. Je fais une précision peut-être pour que ça soit clair avant d'écouter la question. Concernant le conseil municipal et la convocation qui doit se dérouler là, entre le 23 et le 28, on est bien d'accord qu'il s'agit bien des conseils qui ont été élus au premier tour et où il n'y a pas de second tour. D'accord ? Oui. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Si votre conseil n'a pas été élu au premier tour, il faut attendre bien évidemment le second tour pour pouvoir lancer la procédure d'élection du maire. Donc, Jean-Pierre Guyot, vous avez la parole. Oui, Jean-Pierre Guyot, donc Cornac, au nord du Lot. Ma question concerne la possibilité de huis clos ou non sur le premier conseil. Je n'ai pas compris si c'était possible. Okay. Et vous avez raison, parce que j'ai oublié de donner une précision. Vous avez bien fait d'y revenir. J'ai zappé une partie qui a été un peu plus expliquée que ce matin, en plus. 3 possibilités exactement de convocation du conseil municipal. J'en ai donné que 2, je n'ai pas parlé de la 3e. La première, c'est un faux huis clos, j'oserais dire. C'est-à-dire c'est un huis clos physique, mais avec une possibilité de
retransmettre à l'instant T, par un moyen que vous définirez, le conseil municipal sur votre site internet, sur votre Facebook. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième, avec un public restreint que vous aurez prédéfini. Et ensuite, ça a été redéfini encore ce matin, il y a une possibilité de huis clos classique comme vous faites un conseil municipal à huis clos. C'est-à-dire c'est une proposition qui est faite par le maire ou 3 conseils municipaux et qui est mise au vote. Et à partir du moment où c'est voté et adopté, à ce moment-là, vous pouvez faire un huis clos classique. Cependant, je crois que malgré tout, je dis bien, je crois que malgré tout, même si on est en Covid, on a un certain nombre de possibilités pour pouvoir réunir avec une information, d'accord je redis, quelqu'un qui filme simplement avec un téléphone portable est valable et de le retransmettre permet aussi d'avoir, à mon sens, ce moment qui est un petit peu particulier de notre démocratie, d'être mis à la disposition de tous ou avec un public restreint. Alors, j'entends, si j'ose dire aussi que l'événement n'est pas tout à fait le même quand un maire est réélu et que son conseil est installé exactement, avec souvent un petit renouvellement, mais d'accord, ce n'est pas le même moment. Je pense que quand il y a un changement ou quand il y a un certain nombre de modifications, c'est peut-être aussi bien de permettre de partager, malgré ce moment un peu particulier de notre temps, ce moment important de notre démocratie locale. Et en particulier, comme l'a rappelé le président de votre association, les maires ont été mis au devant de la scène, ils ont joué un rôle plus que primordial dans cette période de crise. Donc je pense que aussi de se remettre et de diffuser ou de permettre à quelques personnes très réduites de participer n'est pas non plus plus mal, j'en serais bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Guyot? Oui, merci, c'est clair. Il y a une question de Monsieur Hébert de Saint-Cyrgue qui demande qui en fait décide des modalités de réunion du premier conseil. Est-ce que c'est puisque le huis clos peut être décidé de 2 manières. Alors, sur le principe, si on en reste à la base, c'est le maire sortant qui convoque le conseil municipal. D'accord? Donc, si il n'a pas envie de consulter, ben, c'est lui qui convoque. Et comme dans cette convocation, il faudra marquer la modalité du fait de cet état de crise, ben, c'est lui qui peut avoir, entre guillemets, le dernier mot et imposer à tous la modalité. D'accord? Sauf si, bien évidemment, on arrive au huis clos que j'ai annoncé, le troisième, le huis clos classique qui est prévu par le CGCT, où là, c'est une délibération qui est prise pour le vote. D'accord? Mais après l'installation du conseil. Donc, le huis clos ne se fera pas en tout début d'installation. Je vous dirai après quand on va commencer la prochaine slide où exactement il peut se faire, le huis clos. Donc, sur le principe, je suis désolé, je reste un partisan de la démocratie et je pense qu'il est juste et il est bon quand on ne se représente pas ou quand on est sortant et qu'on ne présidera plus aux destinées de sa commune pour X ou Y raison. Malgré tout, on peut tomber d'accord sur la modalité avec son successeur à ce moment-là pour essayer de trouver quelque chose de correct. Voilà, je pense avoir répondu à l'interrogation. Mais sur le principe, sur le papier, juridiquement, c'est le sortant qui convoque. Je vais continuer à faire mon déroulé s'il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Alors, concernant l'ouverture de la séance, c'est le maire sortant qui ouvre la séance. Il fait appel et déclare élus les conseillers municipaux. Quand on dit ça, logiquement, il a annoncé aussi le résultat. Une fois que cette mission est effectuée, il passe symboliquement, j'oserais dire, l'écharpe tricolore au doyen d'âge, qui, le doyen, va présider l'installation du nouveau maire.
On peut considérer que juridiquement, c'est à ce moment-là, à cet instant T, quand le maire a donné la présidence au doyen, que la passation se fait. C'est à partir de ce moment-là, à mon sens aussi, que le huis clos pourrait être mis en place. J'en reviens sur cet élément. Sur le principe, si le doyen, j'oserais dire, veut faire un discours de 3 heures, c'est son droit. À partir du moment où il a la présidence, rien ne l'empêche, tant qu'il n'a pas lancé la procédure d'élection du maire, c'est lui qui le gère. On le voit moins dans les mairies, on le voit très souvent, pour petit rappel, dans les conseils généraux ou dans les conseils régionaux, certains doyens qui font des discours, en particulier quand leur formation politique n'a pas gagné. Mais j'oserais rappeler que dans cet instant, et si on fait le conseil là, du 23 au 28, que le conseil scientifique a rappelé qu'il faudrait que ce conseil soit le plus rapide possible. Donc j'invite fortement à rappeler aux doyens que ce n'est pas le moment d'avoir son heure de gloire et d'essayer d'abréger le plus rapidement possible le conseil. Donc de ne pas faire un discours trop long sur cette partie. Petit élément, le conseil et la tradition veut que ce soit le plus jeune, avec le doyen qu'il fasse le secrétaire de la séance. Un petit rappel, vous avez la possibilité d'avoir dans votre conseil des élus européens. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, même temporairement. Donc, ça ne sera pas à eux à présider la séance. Alors, nous allons rentrer dans l'élection du maire. Quelle que soit la taille de la commune, l'élection est la même pour tous. On vote pour le maire à bulletin secret. C'est une obligation. Ce n'est pas parce qu'on est dans une période de Covid qu'il y a une dérogation. D'accord ? C'est pour ça qu'après, je vous ai rappelé la possibilité de venir avec son propre stylo pour pouvoir remplir un bulletin. Si après 2 tours majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et sélection qui a lieu à la majorité relative. Donc c'est celui qui obtiendra le plus de suffrages. Petit rappel aussi, comme là nous fonctionnons avec le code électoral, je vous rappelle que dans le code électoral, un privilège est fait à l'aîné. Donc c'est en cas d'égalité des voix, c'est le plus âgé qui remportera le scrutin. Sur cette partie, je vous rappelle qu'il n'y a pas une obligation de se porter candidat. On va le voir pour après. Bien évidemment, un conseiller municipal peut se porter candidat au poste de maire, mais en contrepartie, il peut y avoir un silence complet que chacun vote à son âme et conscience. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait acte de candidature qu'on ne peut pas voter pour quelqu'un. Un petit élément aussi, ce n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de mettre à disposition un isoloir. Certaines communes, je pense par exemple à Carcassonne, met à disposition un isoloir et tous les élus passent par la case isoloir. Si c'est le cas, je vous rappelle qu'il est souhaitable de mettre en place les mêmes préconisations que nous avions fait par rapport au Covid. Je reste sur cette partie. Lors du premier tour des élections municipales, essayant d'éviter de disposer l'isoloir pour que la personne qui va y rentrer ne touche pas le rideau, pour essayer d'éviter et de maintenir cette partie. En parallèle de ça, outre la délibération classique que vous aurez, puisque je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de délibérations qui seront prises, il y a un procès-verbal spécifique pour l'élection du maire qui a été transmis à vos secrétariats de mairie par l'intermédiaire des préfectures, où tout est arrivé en temps et en heure. Donc, on les a bien pour pouvoir les communiquer en plus du procès-verbal classique.
Certaines mairies qui sont peut-être un peu plus modernisées, j'oserais dire, peuvent faire les délibérations à l'instant T, en particulier celle-là, et la télétransmettre à l'instant T après la signature auprès des services préfectoraux. Je vais passer à l'élection des adjoints. Alors, premier élément, avant d'élire les adjoints, il faut en déterminer le nombre. Je vous rappelle que le nombre maximum d'adjoints est de 30% de l'effectif du conseil municipal. D'accord? Donc, première délibération après l'élection du maire, c'est de déterminer le nombre d'adjoints. Une fois que la délibération est adoptée, à ce moment-là, on passe immédiatement à l'élection des adjoints. Et je vous rappelle que vous avez obligation d'élire au moins un adjoint. Ça veut dire que lors de votre premier conseil municipal, vous pourriez vous bloquer au maire et à un adjoint. Et ensuite définir, dans un second temps, une deuxième vague d'adjoints, j'oserais dire, tant que vous restez dans votre norme de 30%. Alors, premier élément, dans les communes de moins de 1000 habitants, on reste sur une modalité d'élection comme si c'était pour le maire. D'accord? On élit poste par poste, premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint s'il y en a, l'un après l'autre, dans les mêmes conditions que pour un maire. Ce n'est pas une erreur du CGCT. Le texte de référence pour l'élection des adjoints redonne l'élection du maire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les voter à main levée, il faut voter à bulletin secret, majorité absolue. S'il y a défaut de majorité absolue, pareil que pour le maire, majorité relative, et à défaut, le plus ancien qui prend le poste. On élit premier, deuxième, troisième adjoint, d'accord, les uns après les autres pour les communes de moins de 1000 habitants. Dans les communes de plus de 1000 habitants. Alors, il y aura une modification par rapport à 2014. D'abord, ce qui est maintenu, c'est qu'on vote par liste. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va déterminer une liste d'adjoints et il va falloir voter par rapport à cette liste. Cette liste peut être déposée un peu en amont, mais rien n'interdit qu'elle soit déposée ou validée qu'au dernier moment. Je m'explique. Pour ceux qui sont sûrs, vous pouvez tomber d'accord avec le secrétariat de mairie ou le secrétariat général de la collectivité et transmettre cette liste qui pourra être tapée et donnée. Ça se facilitera j'oserais dire, le déroulé du conseil. Mais à défaut, vous pouvez au dernier moment changer, modifier. Donc jusqu'au dernier moment, on peut faire évoluer cette liste. Là aussi, si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, majorité relative, et à défaut, on passe sur la moyenne d'âge la plus élevée. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les maires qui n'arrivent pas à faire valider d'entrée leur liste d'adjoints. J'ose imaginer comment vont se dérouler les conseils municipaux dans l'avenir. Si d'entrée, vous n'arrivez pas à tomber d'accord sur vos propres adjoints, ça risque d'être un petit peu difficile. Je reviens sur la modification qui est arrivée sur la loi du 27 décembre 2019. Jusqu'à présent, j'ai dit bien jusqu'à présent, il fallait qu'il y ait une parité dans le nombre. Je m'explique. Vous aviez 12 adjoints, vous pouviez mettre les 6 femmes d'abord et les 6 hommes ensuite. Il n'y avait pas une obligation de panacher. Depuis décembre 2019, donc pour la première fois, il y aura une obligation d'avoir un homme, une femme ou une femme, un homme. Il faut qu'il y ait bien une parité à 1 pour 1, j'oserais dire. Petit rappel, ceci ne prend pas en compte le maire. C'est-à-dire que si le maire est un homme, son premier adjoint peut être un homme. Idem, si le maire est une femme, elle peut avoir une première adjointe. D'accord ? Cette parité ne rentre uniquement en ligne de compte dans la liste
des adjoints. Je vais un peu plus vite là-dessus et je laisserai la parole sur la partie élection. Quand je dis je vais un peu plus vite, sur les adjoints de quartier, alors vous savez qu'il y a la possibilité d'avoir dans les communes les plus importantes, j'oserais dire, un adjoint de quartier qui est une référence sur un zonage de la commune. Idem pour l'adjoint spécial. Je pense en particulier dans les communes les plus rurales qui sont divisées en hameaux ou autres, vous avez la possibilité d'avoir un adjoint sur une zone très spécifique. D'accord ? Ces éléments sont mis à part et les adjoints prennent le poste. Pardon, on le verra après l'ordre du tableau, ils prennent après leur ordre du tableau, après les adjoints classiques. Est-ce que vous avez des interrogations sur la partie de l'élection du maire et des adjoints? Moi, j'en ai noté un certain nombre, mais est-ce que les personnes qui ont écrit leurs questions veulent les poser directement? Monsieur Alain Hébert, par exemple, à qui je vais donner la parole. Voilà. Oui, bonjour, Alain Hébert, donc Saint-Cyrgue. Oui, ma question portait, alors, bon, on élit premier, deuxième, troisième adjoint, ce qui m'amène à poser la question, mais qu'en est-il du contenu de la délégation de chaque adjoint? Moi, il me semble que dans la période, c'est comme il faut qu'on aille vite, pourrait se poser la question, dire, ben, on renvoie à plus tard cette question du contenu de la délégation, alors que moi, il me semble, c'est mon point de vue, que quand j'ai dit, enfin, faire élire un adjoint, c'est bien d'y mettre un contenu pour que dès le plus rapidement possible, il soit opérationnel. Voilà ma question. Alors, du coup, je vais un peu plus vite que le support parce qu'on y serait revenu un peu après, mais je vais donner un élément de ce qui ne me gêne pas. Il n'y a pas de difficulté. Petit rappel, c'est le conseil municipal qui vote pour les adjoints. D'accord ? Une fois qu'un conseiller municipal est élu adjoint, il a d'office un certain nombre de missions. Je vais vous en citer deux. Un pouvoir de police et officier d'état civil. D'accord ? Dès que vous êtes adjoint, d'office, vous avez cette mission. Et ensuite, le maire, et c'est là pour vous répondre à votre question, le maire peut donner une délégation. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que la délégation? C'est là où il va définir la partie du pouvoir qu'il va pas donner, parce que ce n'est pas parce que vous donnez une délégation que vous perdez. Je vais jusqu'au bout. Vous donnez une délégation à un de vos adjoints aux finances, vous gardez, vous, en tant que maire, la totalité de la mission finance. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous l'avez donné à un adjoint que vous la perdez. Il va donner une partie de la mission à un de ses élus. Mais ça, ce n'est pas fait par le conseil municipal. Le conseil municipal désigne uniquement l'adjoint. Ensuite, c'est vous, en tant que maire, qui, par arrêté municipal, d'accord, allez donner la délégation à un de vos adjoints. Et cette délégation, c'est vous qui l'allez la... différente d'une commune à l'autre. Je m'explique, vous pouvez donner, vous, votre délégation au premier adjoint des finances, de la sécurité et de la jeunesse, alors que votre collègue de la commune voisine va donner au premier adjoint l'éducation ou la jeunesse, simplement. D'accord ? Il n'y a pas une obligation d'eux. Cependant, il est plus que souhaitable, il est même souhaité qu'en particulier dans les plus grosses communes, le maire, dans son discours après son élection, même si cette fois il faut qu'il soit extrêmement rapide, du fait je reviens du Covid, va donner en gros les grandes lignes de son orientation, de son mandat, et va mettre en face les personnes et l'idée du contour de la délégation. Je vais prendre le cas le plus extrême d'une commune où vous allez décider uniquement de donner un seul premier adjoint pour un peu aller dans ce que vous sous-entendiez, monsieur, de dire on va le plus vite possible cette fois. Vous allez élire un maire et simplement un premier adjoint. D'accord ? Dès le soir même, vous pouvez
quand vous avez été élu maire, donner par arrêté municipal une délégation à ce premier adjoint, qui peut être extrêmement étendue, et le lendemain, par un autre arrêté municipal, lui réduire sa délégation, voire l'enlever. D'accord? Donc, c'est à vous uniquement, quand vous avez été élu, de voir comment vous allez répartir cette mission. Je vais jusqu'au bout. Si je comprends votre interrogation, peut-être j'extrapole, c'est de dire je vais au plus vite possible pour donner à un de mes élus. On fait ça pour finir de gérer cette période un peu particulière. Et en septembre, si tout s'est posé, on fera un autre conseil municipal où j'augmenterai mon nombre d'adjoints et je ferai élire des adjoints. Oui, vous pouvez le faire comme ça. D'accord? Par contre, un petit rappel, je le dis maintenant, à partir du moment où c'est le conseil municipal qui vote les adjoints, il appartient au conseil municipal de retirer la délégation d'adjoints. C'est-à-dire que ce n'est pas le maire qui va supprimer son poste d'adjoint à un de ses élus. C'est le conseil municipal qui va lui enlever le poste d'adjoint. Par contre, le maire peut, comme je l'ai dit, retirer à tout moment la délégation de l'arrêté qu'il lui aura donné. Donc, votre adjoint restera uniquement, ce que je disais après, officier d'état civil et avoir son pouvoir de police. D'accord? Voilà la différence là-dessus. Donc, oui, sur le principe, vous pourriez avoir qu'un seul adjoint. Cependant, moi, je ne suis pas trop, en toute sincérité, hein, je pense qu'il vaut mieux, du fait de la période, d'essayer de réduire le volume de conseils et peut-être qu'il dure, qu'on élise les nombres d'adjoints nécessaires. D'accord? Voilà, c'est mon opinion. Ce n'est pas une règle absolue. Et vous pouvez aller très vite sans faire de discours et aller direct au but, même si je le rappelle que dans notre démocratie, le conseil municipal est avant tout j'oserais dire le théâtre de démocratie locale d'une commune. Et ce n'est pas la presse. Pardon. On va revenir sur les délégations après. Il y a des questions là-dessus, mais ce sera l'occasion de revenir sur cette question des délégations. En revanche, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent sur les maires délégués. Dans les communes nouvelles, bon, il y a les règles de droit commun qui s'appliquent. Hein, je vous mets dans le chat voilà, le renvoi vers une note qui est très bien faite de l'AMF sur l'élection des maires délégués. Là, alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que l'élection du maire délégué se fait également pendant cette première séance? Je vous renvoie à la note. Chaque commune déléguée a un maire délégué qui fait partie du conseil. À quel moment il est élu? Ça, il n'y a pas d'ordre établi. Hein. Ça peut être avant les adjoints, ça peut être après. Voilà. Mais je vous renvoie vers la note, mais peut-être que Christophe, vous avez des réponses à apporter sur cette question des maires délégués. Est-ce qu'ils sont comptabilisés hors quota des adjoints, par exemple? Alors, il y a une petite évolution où on considère qu'ils sont considérés comme hors quota, oui. Vous avez la possibilité d'être maintenant, si je ne me trompe pas, sur maire délégué. Vous pouvez cumuler les deux, c'est-à-dire être maire délégué et maire de votre commune d'origine, j'ose dire. Il y a eu quelques petites évolutions juste avant la loi. Mais il est... comment dire? Par rapport au contexte classique du conseil municipal par rapport à cette période un peu de transition, il n'y a pas dans les ordonnances et les éléments d'une spécificité sur les communes nouvelles. D'accord? Comme l'a dit Nathalie, on reste dans l'ordre classique de méthodologie d'un premier conseil municipal sur une commune nouvelle. Donc, l'histoire de Covid ne rentre pas en ligne de compte là-dessus. On est sur la méthodologie classique. J'ajoute que, oui, certes, on peut cumuler la fonction de maire de la commune nouvelle et celle de maire délégué. En revanche, on ne peut pas cumuler les indemnités de fonction. Hein. Oui, pardon. Oui.
C'est Nathalie, bien de le préciser quand même. en complément de Nathalie, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'élus de communes issus de communes nouvelles, j'en profite pour rappeler qu'il y a un espace assez bien fourni sur le site de l'AMF qui est dédié aux communes nouvelles, avec une documentation qui peut vous être très utile. Voilà, Voilà. Et puis, n'hésitez pas à télécharger la note que je vous ai mise là dans le chat. Vous cliquez sur le lien, vous y accéderez. Je vais continuer sur le tableau. Non, Christophe, Oui, parce pardon. qu'il y avait quand même pas mal de questions Excusez-moi. sur lesquelles j'aurais bien aimé qu'on revienne. Allez-y. Alors, que je revienne au début. Comment remplacer un élu du 15 mars qui démissionne avant le premier conseil dans le cas d'une élection au scrutin de liste? Alors, si je ne me trompe pas, la circulaire dit que la démission ne pouvait pas être prise en compte avant aujourd'hui. D'accord? Donc, la démission ne peut être valable qu'à partir d'aujourd'hui. Mais normalement, je le vérifierai, je le ferai passer à l'AD si ça ne vous dérange pas. Mais de mémoire, c'est possible après, madame, que je vous fasse passer la réponse parce que là, j'ai de mémoire, mais je ferai passer l'information. Il ne pourra être installé qu'après notre conseil municipal. D'accord? C'est-à-dire qu'avant au premier conseil, il n'y sera pas. Mais le conseil sera considéré comme réputé complet. Et je ferai la vérification, je vous ferai passer. Excusez-moi, là, je ne peux pas vous répondre du tac au tac. J'ai un petit trou. Bonjour, diffusion en direct ou diffusion différée possible? Je pense que c'est sur Direct. la transmission du conseil. Diffusion directe. Bien sûr. Pas différée. Est-ce que le maire sortant peut ne pas être présent? Y a-t-il vice de forme s'il n'est pas là, le maire sortant? Alors, il n'y aura pas vice de forme, mais je trouve que quand on prend un mandat, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, on va jusqu'au bout de sa mission. Admettons, il n'a pas envie. Premier adjoint, deuxième Voilà. adjoint, troisième, ainsi de suite. Voilà. D'accord, mais voilà. Ok, toc toc, ça on l'a vu. Est-il possible de voter pour un adjoint qui n'est pas proposé par le maire? Si je peux me permettre, le maire ne propose pas. D'accord. Donc, soit on est candidat. Alors, j'applique le code, hein, d'accord, mais soyons clairs, bien évidemment, que c'est le maire qui va avoir une préliste. Alors, ça veut dire que on va prendre les communes de moins de 1000 habitants, où on est sur de l'individuel. Ça veut dire que n'importe qui est candidat sans être candidat. J'y reviens à ce que j'ai dit. On peut se porter candidat comme voter pour un autre qui n'est pas candidat. C'est plus compliqué, bien évidemment, quand on est sur la liste. Mais ça veut dire qu'on peut, outre celui qui a été élu maire, il peut y avoir une deuxième liste, voire une troisième, voire une quatrième liste qui est déposée, qui n'est pas tout à fait la même. J'y reviens à ce que j'ai dit après en souriant. Ça risque d'être compliqué pour un maire si d'entrée, il a dans sa propre majorité une autre liste que celle qu'il souhaite mettre en place. On va voir juste après le tableau la modalité, comment on refuse de prendre une fonction. Ok, on va voir ça après de toute façon. Les adjoints de zone sont-ils comptabilisés dans le nombre maximum d'adjoints autorisés? Non, ils peuvent être après. Après, ça dépend. Alors, suivant de zone, ça dépend dans quelle strate de commune on se situe. Si on est sur les communes les adjoints de quartier, ou un adjoint de quartier et un adjoint classique peuvent cumuler aussi les deux missions suivant la taille de la commune. Ok, tac, tac. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, il y a peut-être, je vérifie, quelqu'un a-t-il levé la main? Non. Karine, je t'en prie. Madame Froidefond qui avait posé une question sur un point qui avait déjà été abordé sur la convocation pour réunir le conseil à huis clos.
Puis-je noter sur la convocation réunion à huis clos? Bah oui. Alors, attendez. C'est le même. Attention. Voilà. Ça n'est pas le huis clos que vous parlez, madame, si je peux me permettre. J'y reviens juste 2 secondes parce que c'est quand même important, c'est une première. Il y a le huis clos que vous allez prévoir. Celui que vous allez prévoir, c'est un faux huis clos, puisque ça va être un huis clos ouvert au public, mais avec une obligation de diffusion à l'instant T de votre séance du conseil municipal. Et ensuite, le huis clos, j'oserais dire traditionnel, celui du CGCT, qui est une délibération. Donc, vous ne pouvez pas le prévoir avant, puisque vous ne savez pas si votre conseil va vous valider le huis clos. D'accord? Donc, les seules modalités que vous devez prévoir et que vous pouvez prévoir au départ, c'est le huis clos nouveau avec la vidéo, d'accord? Ou le public restreint avec la modalité que vous allez fixer et donner l'élément de modalité de réduction du nombre de présents dans la salle. Voilà. Alors, je continue à dérouler. Eh ben, je regarde, mais je pense qu'on a fait le tour sur cette partie. N'hésitez pas à les écrire, vos questions. Hein. Il y avait la question sur les délégations des adjoints, mais ça avait été déjà abordé aussi. On l'a déjà, oui. Mais on va revenir sur les délégations. On y reviendra après parce que je vais parler un petit peu des délégations de façon générale, si je peux dire. Alors, ordre du tableau. Pour les puristes, je vais utiliser un gros mot, je suis désolé. Ordre protocolaire, mais vous ne l'avez pas entendu. L'ordre du tableau, c'est en gros le classement, j'oserais dire, des élus après l'élection de tout le monde, bien évidemment, puisqu'il ne peut sortir qu'après l'élection. Et bien évidemment aussi, votre ordre du tableau change dès qu'il y a la montée de nouvel adjoint, un changement d'ordre dans les adjoints ou l'arrivée d'un nouveau conseiller. D'accord? Donc, il fluctue. Le plus simple, c'est le premier, j'oserais dire, de tableau. Donc, d'abord, le maire, suivi des adjoints dans l'ordre d'élection des adjoints, donc premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, jusqu'à la fin. Et ensuite, ça devient un peu plus compliqué, sans être compliqué. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est très simple. Pour les conseillers municipaux, premier conseiller, alors, on prend pour les conseillers municipaux, premier élément, l'ancienneté de l'élection. Très simple. Pour cette fois, tout le monde est élu le même jour. D'accord? C'est après l'ancienneté de l'élection, elle viendra si, par exemple, un conseiller municipal remplace un autre et est monté pour X ou Y raison. Lui n'aura pas la date la même que les autres. OK? Deuxième élément, le suffrage. Très simple. On regarde combien de voix ont été apportées. Quand c'est des scrutins par liste, la liste arrivée numéro 1, première liste, liste arrivée numéro 2, 3, 4, 5 listes. Et ensuite, à l'intérieur de la même liste, on prend par âge. Le plus ancien est devant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'après le code électoral, il est souvent donné avantage aux plus anciens. Petite précision particulière. J'ai bien parlé que de ces critères. Je n'ai pas parlé de délégation qui pourrait être donnée à un conseiller municipal. Ça veut bien dire que si vous donnez une délégation à un conseiller, il ne se retrouve pas devant les autres conseillers. D'accord? Ça veut dire que le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux, bien évidemment, quand on est sur du scrutin de liste, il est de votre majorité, mais ce n'est pas pour autant que vous allez y attribuer une délégation. D'accord? Et inversement, parce qu'il y a une délégation aux conseillers municipaux ne rentre pas en ordre pour la mise en place du tableau. Ce qui est un peu logique, puisque j'y reviens et j'appuierai un peu plus après, la délégation, c'est vous qui allez l'attribuer en tant que maire. Alors que le poste d'adjoint, c'est le conseil municipal qui va donner un rôle à certains d'entre eux. Alors, je reviens sur en gros l'élection. Puisque je vous ai dit que sur le principe, il n'y avait pas de candidat.
Ça veut dire que vous pouvez refuser une mission que le conseil veut vous attribuer. Plusieurs possibilités. Soit c'est à l'instant T de l'élection. Au cours de la séance, avant l'installation effective de l'élu, de vous, ou à n'importe quel moment de la séance du conseil municipal. D'accord ? Une fois que le conseil municipal est fini et clos, votre seule possibilité sera de démissionner par la voie classique d'une démission. Mais tant que le conseil est physiquement présent et en cours, un conseiller qui a été choisi par ses pairs pour exercer une mission peut la refuser à tout moment. Bien évidemment, il faudra que ça apparaisse dans le procès-verbal et à ce moment-là, on reprocède à l'élection. Alors, je vais un petit peu plus vite là-dessus, juste c'est un petit rappel, c'est vos collaborateurs qui gèrent cette partie. Je rappelle qu'il y a une obligation de publication, il y a une obligation de tenir des PV, il y a une obligation de rappeler les suffrages que chacun a obtenus. Je l'ai dit tout à l'heure, les préfectures vous donnent des modèles de procès-verbaux spécifiques pour chaque élection. Alors, je ne sais pas si la préfecture du Lot vous les envoie de façon dématérialisée ou si elle vous les donne par papier. Il faut que, bien évidemment, que tout ce qui se passe soit retranscrit sur les registres du conseil municipal de la commune et, bien évidemment, c'est transmis en préfecture. Alors, suivant les préfectures, sur le principe, si on en reste sur la base, ça devrait être transmis à l'instant T, j'oserais dire, et il n'y aurait pas de jour J. Alors, soit c'est dématérialisé, ça fonctionne, soit elles le sont malheureusement. Je vais prendre l'exemple de la préfecture de l'Aude qui nous a informé qu'il ne serait pas ouvert hors des jours classiques d'ouverture de la préfecture. Alors que sur le principe, il devrait être ouvert ce jour-là. Tout évolue. Est-ce que c'est dans le bon sens ou pas dans le bon sens ? C'est comme ça. Alors, je vais vite sur l'indemnité. L'AMF, et j'ai mis le bouquin du statut, le lien, je suppose, Nathalie, que tout le monde peut y avoir accès. Je ne vais pas rentrer là-dessus sur la partie indemnité. Vous avez tout qui est noté dans le bouquin, qui est mis à jour, puisque je vous rappelle que depuis le 1er janvier, il y a une modification. J'ai fait une erreur. Non, c'est bon. Il y a une modification pour ce nouveau mandat où on a modifié en particulier l'indemnité des maires dans les plus petites communes pour les reconnaître dans leur mission. Voilà. En toute façon, mercredi, nous avons une autre visioconférence sur le statut de l'élu et on abordera la question des indemnités à ce moment-là. Et si je ne me trompe pas, Nathalie, il y a même une possibilité de travailler avec la... C'est pas ça, je n'ai pas vu ça. On vous entend très mal là tout d'un coup. M'entendez là? Oui. Je disais, il n'y a pas une possibilité de travailler avec l'AMF pour faire les calculs des indemnités? Je n'ai pas vu ça sur le site. Si c'est possible, je crois qu'il y a un calculateur, il me semble. Ils ont fait un simulateur. Karine, tu as regardé? Je n'ai pas vu de simulateur pour les indemnités de fonction, mais je voulais juste apporter une précision parce qu'il y a eu un mail qui a été adressé dans certaines communes et qui a créé une ambiguïté par rapport à la prise de fonction et la séance d'installation et sur la perception des indemnités de fonction qui sont dues aux conseillers municipaux sortants qui ne sont pas reconnus jusqu'au 17 mai. Et par contre, les indemnités de fonction sont bien dues aux maires et aux adjoints jusqu'à la veille de la séance d'installation. Parce qu'il y a un mail qui est parti et qui disait autre chose, qui a semé le trouble parmi les maires lotois et les élus lotois. Et pas que dans le Lot d'ailleurs. Pas que dans le Lot, je confirme. Voilà, hein, donc, le maire et les adjoints reçoivent des indemnités de fonction sortant, y compris quand ils ne sont pas reconduits, reçoivent des indemnités de fonction jusqu'à la veille de la séance d'installation. Voilà.
Et sur le simulateur des indemnités, non, je ne vois pas. Alors, peut-être ça m'a échappé, mais… Peut-être moi aussi, je vais regarder. Une note de l'AMF qui est en cours de préparation. Oui. Judith Moindo m'a dit qu'elle l'a finalisée et qui devrait être transmise ce soir ou demain. Voilà, sur le sujet des indemnités de fonction. On y reviendra mercredi. Voilà. Et il y a le guide de l'élu aussi. Dans les pages 32 à suivantes du guide statut de l'élu qui est également, enfin bon, on en parlera mercredi, mais qui peut vous aider aussi à faire vos calculs. Voilà. Charte de l'élu local, je vous rappelle que depuis la loi de 2015, vous avez obligation, lors de la première séance du Conseil, de donner lecture de cette charte et ainsi que de la mettre à disposition de tous les élus. D'accord? Donc, il faut que les secrétariats sont habitués, non, puisque ça fait partie des nouveautés, entre guillemets. Il faudra la photocopier et la mettre à disposition des élus. Je vous la mets là juste, vous l'aurez dans le support. Alors, délégation. Pardon. Hop. Alors, concernant les délégations, il y a deux types de délégations. La première, c'est celle qui est attribuée par le conseil municipal au maire. C'est ce qu'on appelle le 21-22-22 du CGCT, c'est-à-dire que le conseil municipal peut déléguer une partie de son pouvoir au maire et de ce fait, il doit rendre la fois d'après, au conseil municipal suivant, le compte rendu de ce qu'il a fait en utilisant ce pouvoir. Sur le principe, le L21-22-22 peut être pris dans sa partie la plus complète, peut être réduit en partie, et je vous rappelle que vous ne pouvez pas faire un copier-coller, puisqu'à certains endroits, il faut mettre quand même un certain nombre d'informations qui sont spécifiques à votre commune. Mais là aussi, vos collaborateurs sont habitués sur cette partie. L'idée, comme je l'ai marqué dans le support, c'est que le conseil municipal se dessaisit d'une partie de ses missions qu'il donne au maire. C'est pour faciliter l'organisation de la commune au jour le jour. Alors, là, on revient sur la partie délégation. Je ne rentre pas dans le détail de ce que je vous ai dit. Un adjoint est élu par le conseil municipal et ensuite le maire peut lui donner une délégation. Petite modification depuis le 27 décembre 2019. Et pourtant, un grand nombre de maires en faisaient fi et les préfectures ne le voyaient pas. Je m'explique. Jusque logiquement, au 27 décembre 2019, vous pouviez attribuer une délégation à un conseiller municipal qu'à partir du moment où tous les adjoints avaient une délégation. Ça veut dire qu'avant, si vous retiriez pour X ou Y raison une délégation à votre adjoint, de ce fait, les conseillers municipaux perdaient eux aussi leur délégation si vous n'aviez pas soit fait délibérer le conseil municipal pour retirer le poste d'adjoint, soit attribuer un nouvel adjoint après une élection par le conseil municipal. D'accord ? Là, c'est fini. Donc, depuis le 27 décembre, un adjoint peut être adjoint sans avoir une délégation. D'accord ? Il n'a plus que son pouvoir, comme je le disais après, police, officier d'état civil, pas de délégation, pas d'indemnité. Je reviens à ce que j'ai dit après, comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est un arrêté, c'est une décision du maire directe. À tout moment, le maire peut par un autre arrêté retirer la délégation. D'accord ? Il y a plusieurs éléments. Il y a la délégation de pouvoir, il y a la délégation de représentativité et il y a aussi la délégation de signature. Les uns peuvent aller avec les autres et les autres peuvent aller avec les uns. Ça dépend suivant comment on décide de fonctionner. Vous pouvez aussi attribuer une délégation de signature à vos collaborateurs. Je le rappelle, c'est peut-être mon dada, c'est peut-être
parce que je suis fonctionnaire, que j'y tiens, faites attention, non seulement vous pouvez attribuer la délégation, mais moi je vous invite fortement à l'attribuer. Alors pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Si vous n'avez pas attribué une délégation, un fonctionnaire, sur le principe, n'a le droit de rien signer. Rien du tout. D'accord ? C'est-à-dire que même un acte de naissance ou un acte de décès, il n'a pas le droit de le signer. Et je vais jusqu'au bout. Si je peux me permettre, en particulier dans les plus petites communes, qu'est-ce que ça vous retire le fait qu'un fonctionnaire signe un acte d'état civil? Rien du tout. D'accord ? Et ça permet de faciliter le fonctionnement de la collectivité. Là aussi, c'est par arrêté municipal qu'on donne une délégation à un fonctionnaire comme à un élu. Là aussi, à tout moment, on peut retirer la délégation. Petite précision, faites attention, suivant la délégation qui est donnée, un certain nombre de textes de loi précisent à qui on peut la donner et à qui on ne peut pas la donner. Petit rappel, en particulier pour les fonctionnaires, elle ne peut être donnée qu'à partir du moment où le fonctionnaire est titulaire. D'accord ? Et deuxième élément, je pense par exemple, peut-être c'est parce que c'est moi aussi mon domaine de prédilection, les élections, vous ne pouvez pas donner une délégation sur l'inscription sur les listes électorales à un fonctionnaire qui n'est pas un chef de service ou un directeur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est écrit comme ça dans le texte de loi. Hop. Je vais aller un peu vite là-dessus. Et je m'arrêterai là-dessus si tout le monde est d'accord. Vous avez ensuite le support qui va un peu plus loin, mais ce n'est pas une obligation sur le premier conseil municipal. Donc, j'ai voulu, comme je le disais à l'introduction, de vous donner un certain nombre de bases. Juste, je mets celui-là parce qu'il me paraît aussi intéressant. C'est le règlement intérieur avec une petite modification. Maintenant, il y a une obligation d'avoir un règlement intérieur pour le conseil municipal dans les communes supérieures à 1000 habitants. En dessous, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Il doit être adopté dans les 6 mois. Pourquoi je vous le dis ? Parce qu'au premier conseil municipal, c'est le règlement intérieur précédent qui va s'appliquer. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre. Voilà, sur la présentation, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que moi je voulais vous dire. Je suis allé un peu plus loin pour les conseillers municipaux suivants. Vous avez dans les slides qui suivent quelques informations concernant le contenu de ce qu'il y a à mettre dans le règlement intérieur. Vous avez aussi l'information sur les possibilités données de faire une délibération dans les communes de moins de 1000 habitants sur les modalités de prise de parole lors d'un conseil municipal. Je fais partie des gens qui sont partisans d'avoir le plus souvent possible un règlement intérieur. Ce n'est pas parce qu'on met en place des modalités d'application de la démocratie qu'on est contre la démocratie. À partir du moment aussi où si c'est réglé et que c'est cadré, ça permet aussi d'avoir un débat constructif et clair. Je rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'on définit dans le règlement du conseil municipal les modalités de prise de parole. Moi, je vous invite toujours à ce que le maire puisse donner la parole à n'importe quel conseiller quand il le souhaite, de part et d'autre, pour faire avancer le débat. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un règlement intérieur que ça veut dire que les conseillers vont être muselés, ils ne pourront pas prendre la parole. D'autant qu'ils ont des droits, les conseillers d'opposition. Oui, et j'ai mis une autre fois. Et j'ai mis une petite slide là-dessus. Voilà, vous le verrez dans la suite. Ce support, il va vous être adressé par Karine après, hein, de toute façon. De toute façon, si je peux me permettre, Karine ou les personnes qui ont participé, vous avez mon mail qui est sur le support. Des fois, il me faut quelques minutes de réaction, voire quelques heures. Mais logiquement, j'essaye de répondre assez rapidement aux interrogations. Il y a quelques questions. On va passer à des questions. On va revenir sur le conseil.
Monsieur Rayman qui demande si le conseil a lieu à huis clos, la retransmission vidéo est-elle obligatoire? Alors, j'y reviens. Ben oui. Attention, il y a 2 huis clos, hein, je le redis. On parle bien de la retransmission si au départ, dans la convocation, vous prévoyez de ne pas avoir de public. C'est un peu la question, je pense. Voilà. Oui, il faut qu'au départ. Mais si je peux me permettre, j'ai eu la discussion avec un maire d'une commune voisine à la mienne où je vais prendre son exemple, sans le citer. Ce monsieur prend la succession d'un maire qui est élu depuis 40 ans dans le département de l'Aude, qui est une figure emblématique de notre département, qui est vice-président de l'association des maires du département, président du centre de gestion, ancien délégué régional du CNFPT, qui a exercé un grand nombre de mandats et qui reste une référence pour tout le monde, sans parti politique précisément. Ce monsieur prend sa suite. Ce matin, il m'a appelé pour savoir la modalité de faire un huis clos ou autre. Je me suis permis de lui rappeler que il a été élu pour prendre la suite. C'est le dauphin désigné du sortant. Il n'y avait pas de liste d'opposition, donc il n'y a rien qui bloque, j'oserais dire. Je lui dis, est-ce que c'est judicieux de continuer de faire votre conseil municipal à la salle classique? Est-ce qu'il vaut mieux pas aller dans la salle des fêtes cette fois, de maintenir les distances et de permettre d'avoir 5 ou 6 personnes qui soient là? Parce que pour ce monsieur qui a 80 ans, qui passe la main, et pour sa commune, c'est quand même un moment particulier. Et j'en reviens, c'est quand même la base de notre démocratie, la commune. Donc, essayez, si je peux me permettre d'insister, si vous avez la possibilité d'aller dans la salle des fêtes, là, la loi vous le permet. D'accord? Alors, j'entends aussi que pas dans les communes plus grandes, voilà, vous n'aurez pas des milliers de personnes. Avec le Covid, beaucoup ne vont pas se déplacer, mais s'il y en a 2 ou 3 qui veulent venir, prenez les distances, mettez les moyens nécessaires. Mais est-ce que ça vaut le coup de la fermer et de faire un huis clos? Voilà, c'est simplement l'interrogation que je me pose. Une autre question sur le huis clos, mais Madame Sarfati dit que ce ne sont pas les nouveaux maires qui vont décider s'il y a huis clos, puisque la convocation va le déterminer. Donc, il y a ces 2 huis clos. Enfin, il y a 2 types de huis clos. Il y a le huis clos qu'on décide avant et il y a le huis clos qui est décidé sur le moment. Voilà, enfin, si vous pouvez y revenir peut-être, parce que vraisemblablement… Oui, il y a les 2 huis clos. Donc, voilà. il y a le faux huis clos et le huis clos général. Le huis clos du Code général des collectivités territoriales qui dit que vous pouvez, après délibération et sur proposition du maire ou de 3 conseillers municipaux, décider le huis clos. D'accord? Donc, en fait, si on est sur la partie logique et traditionnelle de ce fameux huis clos, c'est qu'au départ, vous avez quand même accueilli du public et vous avez viré le public, si j'ose utiliser le mot virer. D'accord? Donc, est-ce que ce ne sont pas les nouveaux maires? C'est celui qui mettra la délibération au vote à ce moment-là. D'accord? Donc, je le redis, excusez-moi d'insister là-dessus, essayer de trouver que la salle… est-ce que c'est la salle des fêtes? Par rapport à la question de… Excusez-moi, Benoît, j'utilise le prénom puisqu'il n'y a que le prénom qui apparaît. C'est une information au préfet qu'il faut faire, ce n'est pas une autorisation. D'accord? C'est un cadre un peu spécial là. Hein. Alors, un élu demande 1% de 15 élus pour calculer le nombre d'adjoints, c'est 4 ou on peut aller jusqu'à 5? C'est la partie inférieure. On arrondit à l'entier inférieur. Tu as des questions que je n'ai pas, Karine. Oui, parce que celle-là, elle était en privé. Mais j'ai trouvé quand même, voilà, c'était bien d'y répondre. Donc, je pense avoir répondu à celle…
Quelle modalité de création de conseil consultatif? Je vois une question de Monsieur Nicolaon, si je n'écorche pas le nom. Vous avez quelques éléments dans le support que je n'ai pas donné, qui sont sur la fin du support, où vous avez, outre les commissions réglementaires obligatoires, vous avez la possibilité aussi de créer des commissions extra-municipales, j'oserais dire, qui sont des commissions qui sont décidées par le conseil municipal et qui permettent d'intégrer des personnalités, j'oserais dire, qualifiées et qui vous permettent aussi de débattre ou d'avoir un avis sur un sujet, le débat sur des pistes cyclables par exemple. Voilà. Vous pouvez créer au fur et à mesure de l'évolution, soit des commissions qui auront une durée spécifique sur un sujet, ou des commissions qui vont durer la totalité du mandat. Je ne vais pas me faire des amis, mais je vais la citer. La commission extra-municipale de Taurine pour les villes qui ont des corridas, qui font partie des éléments qui font partie de la vie municipale de ces communes. D'accord? Là-dessus. Oui, Madame Sarfati, si la convocation définit le huis clos, difficile de prévenir ensuite le public. Je suis d'accord avec vous sans lettre. Je vous rappelle que la convocation est affichée dans les panneaux réglementaires et officiels, si on parle bien de le premier huis clos. Donc, le public sera informé du huis clos retransmis. Est-ce que je peux remonter sur les questions? Oui, pardon. J'ai répondu à direct ou moi, j'ai l'impression que tout. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que nous sommes obligés d'utiliser l'isoloir? Non. Oui, ça, vous aviez répondu, vous aviez osé répondre. Je n'avais pas vu la question, j'avais répondu. Je crois. Je pense que j'ai répondu à peu près globalement. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on en a oublié? Manifestez-vous. Hein. Je le redis, si vous avez des questions, je suis désolé, je suis un peu comme vous. Parfois, je n'ai pas toutes les réponses en direct live, et en particulier depuis ce Covid où on a pas mal de notes, de décrets qui sortent. Je me permettrai peut-être des fois pour certaines questions d'avoir un décalé sur la réponse pour ne pas dire de bêtises. Est-ce qu'on a d'autres choses? N'hésitez pas. Karine, veux-tu prendre la main? Concernant les clés. Oui, la clé de signature. Je ne sais plus. Les trésoreries devaient mettre en place quelque chose avec les préfectures. C'est quoi la clé de signature? Pardon, c'est pour tout la ce qui est béotienne que je suis. C'est pour tout ce qui est finances publiques. D'accord? Pour tout ce qui est la partie de signer les engagements ou autres. Donc, puisqu'on est rentré sur des modalités, logiquement, il devrait y avoir quelque chose de particulier qui va sortir pour donner la spécificité là-dessus. Pareil, j'y reviens, excusez-moi. Je vais répondre à deux éléments. Sur la délégation qui est donnée aux fonctionnaires, je vous rappelle que la délégation qui est donnée aux fonctionnaires prend fin à la fin du mandat. Même si vous avez été réélu, votre mandat il a pris fin. On est bien d'accord là-dessus. Donc ça veut dire que les délégations qui sont données aux fonctionnaires, il vous faut toutes les refaire. Ne tardez pas. Suivant ce que vous allez signer, le juge sera, comment dire, Clément, je m'explique. Je vais prendre la ville de Carcassonne sur les actes de naissance et les actes de décès. Il est clair que si le lendemain matin, le maire n'a pas donné la délégation de signature aux agents, pendant quelques jours, le juge va estimer que l'ancienne délégation est toujours valable pour le fonctionnaire. D'accord?
Mais n'attendez pas 6 mois pour la redonner. De toute façon, les services auront la faculté de vous le rappeler et de vous-même, vous le ferez dans les communes moyennes ou grosses quand vous aurez des monticules de parapheurs sur votre bureau et que vous comprendrez l'utilité à un moment donné de donner aussi des délégations de signature. Concernant les délégations, faut-il aussi faire une délibération au prochain conseil municipal? Si on est sur une délégation, non, c'est un arrêté municipal qui donne l'attribution. Donc, ce n'est pas l'élément. Tous les arrêtés, comme je l'ai dit, à partir du moment où votre mandat prend fin, on refait tous les arrêtés pour répondre le régisseur. Alors, une question que j'ai reçue en privé. La parité alternée des adjoints est-elle obligatoire pour les communes de moins de 500 habitants? Non. Pas encore. Si je peux me permettre, je parle sous le contrôle des représentants de l'AMF. Ça a été un débat au sein de l'AMF pour les années futures. Et si je ne me trompe pas, c'est en 2026 que cette parité va augmenter. Je ne dis pas de bêtises, mesdames? Monsieur le Président, s'il est toujours là. Je crois qu'il nous a quittés, mais oui, c'est ça. En tout cas, dernière nouvelle, c'était la date. Et si je ne me trompe pas, Nathalie, c'est même à terme, il devrait y avoir une parité entre le maire et son premier adjoint. Et si je ne me trompe pas non plus, il est fortement question de parité dans les exécutifs des communautés. Oui. On ne pourra pas arriver dans les conseils des communautés si on ne modifie pas les modalités d'élection. Mais si elles sont comme ça, on devrait arriver à une parité sur les exécutifs. On n'y est pas encore. Sur la parité, j'y reviens, juste un petit élément. La modification cette fois, je l'ai redit, c'est qu'avant, vous pouviez mettre, si vous aviez 12 adjoints, 6 hommes, 6 femmes, ou 6 femmes, 6 hommes. Là, ça sera obligation 1-1. D'accord? Je le redis aussi, pour l'instant, toujours pas de parité maire, premier adjoint. Petit élément, alors, j'entends pour les plus petites communes, des fois c'est un peu plus difficile, mais pour beaucoup, vos secrétariats et vos administrations sont largement rodées à cet exercice du premier conseil municipal, même s'il est bon pour vous de connaître les modalités de fonctionnement, parce que ça donne quand même aussi une base pour pouvoir le réaliser. Eux aussi sont habitués aux modalités classiques de fonctionnement. Voilà, j'ai essayé d'insister là sur ces points du Covid, j'oserais dire, pour ceux qui vont se mettre en place le 23, entre le 23 et le 28. Il y a eu encore ce matin une note de l'AMF par rapport aux dernières informations qui est sortie, qui est assez claire sur l'organisation du conseil municipal. Et j'ose le dire parce qu'elles sont là, Nathalie, l'AMF est presque bien plus performant que les préfectures sur les organisations de ce premier conseil municipal. Merci. C'est en tout cas ce qu'on nous fait remonter. Et on a eu la preuve, nous avions, juste une petite aparté, nous avions une discussion vendredi avec Nathalie D'autre sur les 3 jours francs et 5 jours, puisque ma préfecture du département de l'Aude annonçait 5 jours. Et en discutant, Nathalie m'a dit non, il y aura bien 3 jours, et ça a été confirmé. Quelques minutes après, j'ai reçu un mail d'excuses de la part de la préfecture. Voilà, en fait, les préfectures nous consultent, il ne faut pas le dire. Ça existe toujours, les préfectures? Non, je plaisante. On a besoin tout ça est enregistré, je vous signale. Hein. J'assume toujours mes propos. Karim. Oui, juste, je fais le lien, puisqu'on parle de la préfecture. Je reviens sur ce qu'a dit Jean-Marc Vessous en début de visio. Les communes ont été destinataires, celles pour lesquelles l'élection était conclusive au premier tour. Les communes ont été destinataires d'un mail qui permet à la fois d'alimenter notre base de données et qui va permettre également au secrétaire d'éditer le tableau du conseil municipal
en tenant compte des préconisations données par M. Rigaud-Bonnet. Donc, je vous invite vraiment à suivre, à vous assurer que ce document est complété parce que nous, ça nous permettra d'une part de vous proposer de siéger au sein de commissions qui répondent à vos centres d'intérêt et d'alimenter notre base de données. Et de votre côté, ça permettra d'avoir un tableau tout beau à envoyer en préfecture, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important. Alors Hyper, je ne sais pas, demande la parole. Je vais activer son micro. Je vous en prie, vous devriez pouvoir vous... Christiane Duponchel de Cadrieux. Je voulais savoir tout à l'heure concernant les délégations de signature auprès des agents. Ce monsieur a dit agent titulaire. Il se trouve que chez nous, la secrétaire vient d'arriver, puisque l'autre a pris sa retraite, et elle n'est pas encore titulaire. Donc, elle ne peut avoir aucune délégation de signature? Alors, d'après le code, c'est titulaire. Cependant, aussi, quand vous me posez la question, ça me permet de réfléchir aussi que sur des postes hauts de direction, on entend aujourd'hui qu'on peut recruter hors fonction publique, j'oserais dire. Donc, si vous me permettez, madame, soit vous m'envoyez un mail, soit par l'intermédiaire de votre AD, je vérifierai exactement par rapport à la secrétaire, hein, je parle bien, oui. Merci. D'éléments. Avec plaisir. Il y a une question. Oui, pardon, j'ai le micro, je ne savais plus. Est-ce que le nouveau maire en place, prenant un arrêté d'ouverture de son école dès samedi prochain, est considéré valide le lundi qui suit? Pas le maire, hein, l'arrêté. Malgré le week-end, étant donné la dématérialisation. Alors, j'ai pas tout compris, mais je vais vous donner un déroulé. Quand j'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous appelez la dématérialisation? Quand je dis la dématérialisation. Il y a deux types de dématérialisation. Il y en a une provisoire et une réelle. Quand je dis une provisoire, je suppose que la préfecture du Lot, comme beaucoup de préfectures, a permis d'échanger de manière dématérialisée les actes pour faire gagner du temps, pour plus qu'il y ait le circuit traditionnel, j'oserais dire. En parallèle de ça, il y a un gros développement. Beaucoup de communes ont transféré là-dessus, sur de la démat traditionnelle d'actes. Je pense à Carcassonne, tous nos actes partent au contrôle de légalité de façon dématérialisée et ils nous reviennent de façon dématérialisée, parfois dans la minute qui suit. Donc, à partir du moment où l'acte a été transféré au contrôle de légalité, qui est revenu ici, à partir du moment où c'est un acte qui est censé être transféré, il est applicable immédiatement. Donc, si tout est dématérialisé, tout arrive et tout est validé, entre guillemets, Monsieur Gavet, bien évidemment que tous les actes seront bons. Alors, y a-t-il d'autres questions en privé avec Karine ou au public? Bon, ben j'ai l'impression, je suis en train de regarder, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, hein. On a respecté en tout cas notre timing. Nous avions prévu une réunion d'1h30, on a fait un petit peu plus. On a démarré un peu en retard, donc voilà. On a réellement démarré, allez quoi? Allez, 17h20, c'est ça? 17h15, 17h20? Voilà, donc on a bien respecté notre timing. C'est une première. J'ai envie de poser une question. Vous avez la possibilité de voter. Vous avez le oui, non, là, le V dans les petites icônes vertes ou rouges. J'ai une question à vous poser et répondez-y en cliquant peut-être sur ces icônes. Est-ce que vous avez trouvé cette visioconférence satisfaisante techniquement? Est-ce que de votre côté, ce format vous intéresse? Pardon, Karine, je me permets. Tu peux, je te remercie, ça m'intéresse. Donc, comme on ne peut pas donner la parole à tout le monde, vous pouvez cliquer sur voyez, je ne sais pas si tout le monde le voit. Est-ce que tout le monde voit? Réaction en bas à droite de votre écran. Dans réaction, en bas à droite. Alors, dans réaction, tu as le pouce, mais normalement, en dessous de la liste
des participants, il y a une croix rouge ou un… Non? Oui, il y a les trois. À participants, il faut cliquer. Oui, d'accord. Voilà, donc voilà. Et là, ça se comptabilise. Donc, j'ai 3 verts, voilà, 3 oui, 4 oui, 5 oui, 6 oui. Oh là là. Ben voilà, Karine. Bah, du coup, on recommence après-demain. Hein, On recommence après-demain. Voilà. Ah, j'ai pas ma caméra, c'est pas très convivial, pardonnez-moi. Bon, ben, je pense que on vous retrouve à la même heure mercredi, et on va faire en sorte que vous ne soyez pas bloqués pour l'accès cette fois, comme beaucoup. C'était de ma faute. J'en assume l'entière responsabilité. J'avais coché une fonctionnalité que je n'aurais pas dû cocher. Donc, vous avez été bloqués et vous n'avez pas pu accéder en temps voulu à cette visioconférence, et je m'en excuse. Ça n'arrivera pas mercredi. Après, pas d'affolement, si vous êtes en salle d'attente, c'est normal avant que la visio ne démarre. Donc, voilà. Bien. Karine, je te laisse le mot de la fin. Merci à Christophe Rigaud-Bonnet. Voilà, je voulais vous remercier tous les deux, remercier également tous les participants. C'est vrai qu'on est content de vous avoir proposé ce format un peu dans l'urgence. Merci à Nathalie pour sa réactivité. Et puis, c'est les avantages, les quelques avantages de la période qu'on traverse, c'est qu'on s'adapte à de nouvelles techniques, et puis il en restera peut-être quelque chose aussi de positif. Je ne dis pas que ça remplacera tout, mais ça peut aussi être l'occasion d'être moins sur les routes et d'avoir de l'information avec une certaine interactivité. Donc, merci à vous d'avoir été là, et rendez-vous après-demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.